Bonjour à tous. La France est un pays fier de sa culture et c'est sur sa transmission qu'on va se pencher aujourd'hui avec cette émission consacrée à l'école française. Depuis des années, la réforme de l'éducation nationale est présente dans tous les programmes politiques et pourtant, elle est toujours d'actualité aujourd'hui. De plus en plus de parents font le choix de mettre leurs enfants dans des écoles alternatives. Il en existe de toutes sortes, mais l'une des méthodes les plus connues reste la méthode Montessori. Nous sommes justement à l'école Montessori de Maisons-Laffitte avec sa directrice Aurélie Boudboul. Merci de nous recevoir. Bonjour, merci à vous. Qu'est-ce que c'est exactement la méthode Montessori? Quelle est l'originalité de cette façon d'enseigner? Alors la méthode Montessori, c'est une méthode basée sur un apprentissage sensoriel et kinesthésique. Les enfants apprennent par la manipulation. Donc nous avons dans la classe un matériel spécifique créé par Maria Montessori il y a une petite centaine d'années maintenant. Comment vous êtes contrôlé? Comment est-ce que on contrôle une école Montessori? Est-ce que vous avez l'éducation nationale qui passe ou un organisme Montessori? Oui, alors totalement. Donc en tant qu'école Montessori, donc comme beaucoup d'écoles Montessori, nous sommes une école hors contrat, c'est-à-dire que nous n'avons pas du tout de contrat avec l'État. Et par contre, nous sommes liés avec le rectorat de Versailles. Et nous avons l'inspectrice de la circonscription qui passe pour vérifier si les enfants ont bien acquis toutes les notions d'apprentissage du cycle de l'enfant. Alors, montrez-nous un petit peu comment ça se passe, ces ateliers Montessori. Alors, les enfants choisissent les activités. Là, par exemple, qu'est-ce que c'est? Alors, donc là, Marine, qui est enseignante francophone, est en train de présenter un travail à Aya. Donc, elle est en train de lui montrer comment faire une addition. Donc, Aya a déjà manipulé du matériel très sensoriel, avec des perles, avec un gros cube des milliers, avec 1000 perles. Donc, elle connaît bien les notions d'unité, dizaines, centaines, milliers. Et petit à petit, les enfants passent à l'abstraction. Et donc le boulier est une méthode d'apprentissage permettant vraiment d'aller vers l'abstraction. On n'a plus un gros millier, mais on a une petite perle verte permettant de compter les unités. Exactement, le bleu pour les dizaines, centaines et milliers. Et donc elle fait des grandes opérations avec des milliers. Donc qu'elle note dans son cahier. C'est tôt pour son âge. Elle a quel âge? Donc elle a 5 ans. Et donc, vous leur apprenez à leur rythme, à leur demande? Exactement. Comment ça se passe? Vous vous adaptez au rythme de l'enfant? On s'adapte au rythme de l'enfant. Tout ce qui est lecture aussi. Nous commençons l'apprentissage des lettres à partir de 4 ans. Et les enfants commencent à lire très rapidement parce qu'ils ont l'envie, ils ont vraiment cette volonté d'apprendre à lire plus tôt que ce qu'on imagine. Merci beaucoup Aurélie Boudboul. Merci. Et parmi ceux qui prêchent pour une éducation alternative, il y a une voix dans les médias français qui fait beaucoup de bruit, celle de Céline Alvarez. Son livre « Les lois naturelles de l'enfant » est un best-seller. Cette ancienne institutrice y prône une priorité donnée à l'épanouissement de l'élève plutôt qu'à l'apprentissage. Regardez. Faire le ménage, apprendre à s'habiller, découvrir les continents, lire des mots. Voilà la méthode utilisée dans cette école maternelle pendant 3 ans, où les enfants n'avaient même plus peur des opérations compliquées. 9898 divisé par 3 égale 3299 et il reste 1. Ces élèves n'étaient pas des surdoués, mais ils ont bénéficié d'outils pédagogiques différents, sélectionnés par Céline Alvarez, une enseignante révoltée par l'échec scolaire, qui cherchait à stimuler le potentiel des enfants. Si on ne fait que soutenir leurs élans et leur motivation intérieure, ils vont beaucoup plus loin que ce que nous aurions osé leur demander. C'est qu'il y a des enfants qui se sont mis à lire à 3 ans, à 4 ans, à faire des additions, des divisions, des multiplications à 4 chiffres par passion. Et moi, je me suis retrouvée à leur courir derrière pour essayer de leur apporter ce qui leur manquait. Dans son livre « Les lois naturelles de l'enfant », Céline Alvarez détaille l'expérience, tout comme les nombreuses études scientifiques sur lesquelles elle s'est appuyée pour réinventer l'école. Quand on regarde la synthèse de tout ce que nous disent les sciences du développement humain, eh bien, je veux dire, c'est extrêmement clair. Il n'y a aucun doute, l'être humain apprend en étant actif, motivé, aimé. Aujourd'hui, en CE2, Kenza a passé 2 ans dans cette maternelle si particulière. Et dès la grande section, c'était une grande lectrice. On apprenait à compter, on faisait l'équilibre, on coupait des pommes, des fruits. Pour sa mère Pascaline, cette expérience a transformé sa fille. C'est une enfant qui a été épanouie de son année scolaire.
Elle a été beaucoup plus douce, plus tendre, plus apaisée, alors que c'était une enfant très... voilà. Mais en 2014, le coup près tombe. Malgré de bons résultats, Céline Alvarez doit revenir dans le cadre ou quitter l'école. Elle démissionne. L'éducation nationale aurait-elle peur de changer de méthode ? Nous, notre responsabilité, c'est quand même de faire en sorte que ces méthodes, évidemment, soient connues, mais qu'elles soient le mieux évaluées possible et qu'elles soient, finalement, adaptées aux enfants. Or, les situations sont différentes, les contextes sont différents. Maria Montessori, Célestin Freinet, Rudolf Steiner. À l'école, de nombreux pédagogues ont tenté de faire bouger les lignes. Aujourd'hui, leurs méthodes font le succès des écoles privées, mais à l'école de la République, on n'en veut pas. Pourquoi tant de frilosité ? L'école apparaît souvent comme un sanctuaire, une chose qui ne doit pas bouger, alors même qu'elle n'obtient pas des résultats merveilleux. Nous en sommes un peu là en ce moment où il est difficile de réformer parce qu'on craint que les choses ne soient pires. À la sortie du CM2, un élève sur 8 ne maîtrise pas ses fondamentaux. Un quart d'heure. Tu sais compter jusqu'à combien, Aya ? 100. 100 Ou 200. 200 ? Contrairement à Aya, la plupart des petits Français ne sont pas doués en sciences et en mathématiques. L'enquête internationale Teams a même classé la France bonne dernière en Europe. Arrivée en CM1, 12% des élèves français n'auraient pas le niveau élémentaire en sciences. A l'inverse, Singapour domine ce classement mondial. Alors ici, certains s'inspirent des techniques de ce pays. C'est une enseignante qui a fait un pari. Depuis 2 ans, Jelika Darbo applique une méthode de mathématiques venue de loin, de Singapour. Une méthode qui a permis à ce pays d'Asie d'être à la tête de tous les classements internationaux. À Saint-Denis, ses élèves de CE1 semblent apprécier. On rajoute 3, ça fait 10. Oh. T'aimes bien les maths, toi ? Oui, j'aime bien les maths, j'adore. Le principe, l'utilisation d'un matériel spécifique, comme des bâtonnets de bois ou des petits cubes qui représentent des chiffres. Mais ça, c'est 12 unités, mais c'est aussi une dizaine et 2 unités. L'objectif, que ces enfants visualisent les nombres, se les approprient, sous toutes leurs formes, imprimés, découpés. C'est important de manipuler d'abord parce que là, même si tu te trompes... Ensuite, ils passent aux opérations plus abstraites. 19, c'est un grand nombre que 2, et moins, ça veut dire enlever. Voilà, donc si on enlève, est-ce qu'on est sûr de tomber sur un grand nombre? Non. C'est grâce à ces outils que certains ont eu le déclic. Après, j'arrivais pas et la maîtresse, elle m'expliquait beaucoup et ça rentrait pas dans mon cerveau. Et après, maintenant, je comprends tout. L'autre idée de cette méthode de Singapour, c'est le travail en groupe. Les élèves doivent s'entraider. Les meilleurs élèves corrigent ceux qui ont le plus de mal. Comme il a fait trop vite, il s'est un petit peu perdu dans ses calculs. L'enseignante l'a constaté. Dans sa classe, les enfants sont plus investis, prennent du plaisir et sont plus performants. Jelika Darbo s'est renseignée sur la méthode sur Internet. Dans l'école, elle est la seule à l'appliquer. Ses collègues sont plus partagés. Je ne pense pas qu'il y ait une méthode. Par exemple, pour la méthode de Singapour, je ne la connais pas entièrement, mais je suis sûre que pour certains élèves, elle ne s'appliquera pas. En France, 5000 classes du CP au CM2 utilisent la méthode de Singapour pour les mathématiques. L'une des critiques qui revient le plus souvent, c'est que l'éducation nationale a tendance à reproduire les inégalités sociales. Or, une suppression même partielle des notes tendrait à réduire ces inégalités. Des écoles moins compétitives, plus égalitaires, c'est une expérience qui est déjà tentée avec des établissements qui repensent notamment l'organisation des classes. Regardez. Dans les classements internationaux, l'école française n'est pas spécialement mal notée, mais l'Hexagone se démarque surtout par sa capacité à reproduire les inégalités sociales. C'est pourquoi, pour s'assurer que tous les élèves suivent le mouvement, certains établissements tentent d'enseigner autrement. Okay, table test first. C'est le cas de ce collège à Nantes. Ici, il n'y a plus de classes, mais des groupes de niveau. Pour chaque matière, les élèves sont répartis en fonction de leurs compétences. Exemple, au cours d'anglais. Ce qui est bien, c'est qu'il faut monter dans tous les niveaux et donc ça motive les élèves. C'est pas sur l'âge qu'on se base pour faire nos cours, c'est sur ce qu'ils sont capables de faire. Après, il faut gérer aussi les maturités différentes, mais c'est quelque chose qui se met en place assez facilement.
Une pédagogie qui serait particulièrement adaptée aux élèves à haut potentiel ou en rupture. On est vraiment sur des jeunes qui ont une potentialité, mais qui n'arrivent pas à la révéler dans l'organisation ordinaire. Donc il faut leur apporter une autre réponse, une réponse plus personnalisée et où surtout ils deviennent acteurs de leur formation. Et pour responsabiliser les élèves, les notes sont supprimées et remplacées par des évaluations de compétences, comme ici, au cours de biologie. La première partie de schéma, elle est bien, d'accord, mais il faut la deuxième partie maintenant. Je préfère cette méthode, parce que du coup on peut pas baisser. On démarre l'année en étant apprenti, mais on peut que monter dans les niveaux et c'est ça qui est super. Autre méthode, la classe mutuelle. Dans ce lycée public parisien, le professeur de biologie ne fait que 20 minutes de cours théoriques. Donc là, je vous ai mis une photographie de 2 chromosomes. Après quoi, chaque élève se répartit librement en groupe sur l'un des 7 tableaux. Eux deux, ils font F1 et après, ils croisent F1 avec un autre... On est plus à l'aise entre nous, on a moins peur de se lancer et du coup, on apprend mieux. Chacun avance à son rythme et les élèves s'entraident. J'ai un peu moins bien compris que ma camarade. Du coup, elle m'explique un peu... D'expliquer, ça me fait aussi réfléchir à ce que je dis, voir si j'ai bien tout compris dans les détails. Et puis comme ça, si on a une question ou si on n'est pas d'accord, on peut en parler. Après, on peut demander au professeur. Parfois, je dois le dire, un élève va être plus à même que moi de comprendre le cheminement particulier de son camarade et de voir le point d'achoppement et de débloquer une situation. L'objectif, je dirais, c'est d'utiliser le potentiel d'explication inné des élèves, qui me permet de me concentrer vraiment sur les élèves qui ont des besoins, qui sont en difficulté. C'est du sur-mesure, quelque part. Cette classe mutuelle a reçu l'aval de l'Éducation nationale. D'autres enseignants pourraient aujourd'hui s'inspirer de la méthode. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. À très bientôt sur France 24. Au revoir.